Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce programme spécial exclusivement consacré au Bénin, 100% Bénin. C'est désormais la fenêtre ouverte par SICA sur le Bénin, ce petit pays de 112 622 km² situé en Afrique de l'Ouest. Avec nos invités, nous décrypterons désormais chaque jour, et ceci du lundi au vendredi, l'actualité politique et socio-économique dans ce pays. De 7h à 8h15, vous aurez droit à une série de programmes composés entre autres de la revue des unes et titres des journaux ou tabloïds du jour au Bénin, de l'analyse des sujets politiques qui font l'actualité en cette veille de période électorale au Bénin toujours, à travers la rubrique Bénin Tribune Libre qui aujourd'hui s'intéressera entre autres à l'avenir des forces Cori pour un Bénin émergent, les FCBE. La coalition au pouvoir est-elle au bord de l'éclatement après le choix du Premier ministre Lionel Zinsou comme candidat? Que retenir de la sortie du député candidat Zanaï ce mercredi à Cotonou? Et enfin, comment comprendre le phénomène de la mobilisation des élus autour de l'opérateur économique Sébastien Ajavon? Voilà quelques sujets à débattre librement sur cette émission ce matin avec nos invités. Chacune de ces rubriques est en double dans ce magazine d'information scindé en deux parties par le journal qui vous sera présenté dans une trentaine de minutes. Tout de suite, la première partie de cette émission, c'est la revue des titres des journaux. C'est avec Kodjovi Ametonou et ce sera juste après ceci. La revue des titres, nous commençons avec vous, Kodjovi Ametonou. Bonjour et bienvenue sur ce premier numéro de l'émission 100% Bénin. Bonjour à vous, Joël Arofodji. C'est vrai que les canards ne sont pas parvenus comme nous l'avons souhaité. C'est vrai que c'est la matinale. Et comme vous l'avez dit, ce serait en double. Donc nous espérons qu'en seconde heure, nous aurons suffisamment de moissons donc, pour nos téléspectateurs. Et nous ouvrons donc par le quotidien Soleil Levant qui, ce matin, titre en manchette, les leaders politiques n'arrivent pas à résister devant des milliards d'hommes d'affaires. Et là, c'est s'agissant donc de la grande corruption en République durant donc la période électorale. Et puis ce même quotidien nous parle donc des tractations pour la présidentielle de 2016 et affiche également Sébastien Ajavon de plus en plus incontournable sur le terrain. Nous irons donc avec voir la une de Défi Info. C'est aussi un quotidien qui paraît régulièrement au Bénin et qui parle également de Sébastien Ajavon à la une, en prélude donc à la célébration de 2 ans d'émission de 106.0, c'est donc la radio Soleil FM. Ajavon et le personnel de Soleil FM remercient tous les fidèles auditeurs. Et puis également présidentielle de 2016, attaque des mercenaires. Que pense Lionel Zinsou de l'agression du 16 janvier 1977? Donc l'histoire risque de jouer contre la candidature du franco-béninois. Tractation pour la présidentielle de 2016. Le navire Sébastien Ajavon se charge en qualité et en quantité. Par à coup, trop pressé d'entendre le oui, je suis candidat. L'honorable Delidi, Parfait Wani, Kadri Didja, Arnaud Agossou mobilise tout Diakotomé pour le géant. Il s'agit bel et bien de l'opérateur économique Sébastien Germain Ajavon. Et puis gouvernance locale au Bénin, la session de la revue à mi-parcours de la Commission nationale des finances locales ouverte ce mercredi. L'événement précis, c'est aussi un journal qui doit régulièrement figurer donc dans ce numéro exclusivement réservé au Bénin. Mobilisation pour un 8 francs de la coordination Force Cori pour un Bénin émergent de Cotonou. La mouvance fait bloc derrière Lionel Zinsou. Les révélations exclusives de Marcel de Souza sur ses années passées donc avec Yahi Boni. Marcel de Souza, c'est aujourd'hui un député à l'Assemblée nationale, mais il avait siégé dans le gouvernement de Boni Yahi. Et puis, actualité politique, talon, la solution de Azanaï pour sortir le Bénin de la démocrature. Nous retrouvons la tribune de la capitale. Dernier donc canard paru ce jour, donc avec lequel nous allons donc parler de la revue de presse. Rebondissement dans la crise qui secoue le football béninois. Une vingtaine de clubs recusent 2 membres du comité de normalisation. Et puis
Abomey en ébullition pour Patrice Talon, ça c'est bien sûr pour parler donc de la présidentielle à venir. Et puis accident de circulation à Sakété mardi dernier, 2 morts et plusieurs blessés. Il faut dire que le Bénin traverse donc la période d'Harmattan qui obstrue davantage la visibilité. Joël Ahofodji, ce sera donc tout pour la revue de presse, pour ce premier acte donc de revue de presse sur 100% Bénin. Merci Kodjovia Metonou. Je précise qu'il s'agit de la revue des titres parus ce jour au niveau des journaux, des tabloïds qui paraissent au Bénin en ce jeudi 17 décembre 2015. On aura un deuxième passage tout à l'heure, Kodjovia Metonou, dans une trentaine de minutes. Ce deuxième passage sera bien évidemment beaucoup plus complet puisque les journaux ont eu du temps à nous envoyer leur première page. Merci Kodjovi, mais en attendant nous allons prendre congé, nous allons du moins se prendre congé avec vous pour retrouver tout à l'heure la deuxième partie de cette émission. Bénin, Tribune Libre, voilà le débat matinal consacré à l'actualité béninoise, c'est juste après ceci. Une nouvelle émission intègre désormais la grille des programmes de SICA, la finale. C'est un débat qui reçoit en exclusivité un acteur politique, économique ou culturel africain. Sans tabou ni réserve, les grandes questions de l'heure sont abordées en 45 minutes de discussion franche et directe. La finale, c'est tous les dimanches à 8h30 GMT sur SICA. SICA, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
La deuxième rubrique de cette émission s'appelle Bénin, Tribune Libre. Je reçois sur ce plateau deux journalistes béninois. Il s'agit d'abord de Kodjovi Amatonou, avec qui nous avions eu à faire tout à l'heure la revue des titres parus ce jour. Il est journaliste au niveau de la rédaction de SICA. Kodjovi Amatonou, rebonjour et merci donc d'être sur ce plateau pour le débat. J'ai également sur ce plateau donc Lama Balo, il est le directeur de la radio Soleil FM. Donc Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers collègues et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci à tous d'avoir accepté d'être les invités de ce premier numéro du programme 100% Bénin sur SICA. Ma première question s'adresse à vous, donc Lama Balo. Je l'avais dit à l'entame de cette émission, 3 sujets seront débattus dans cette émission. D'abord, est-ce que les FCBE sont au bord d'une crise, d'une division? Le deuxième sujet sera consacré à la sortie de l'honorable Candide Azanaï. Le troisième nous amènera à nous intéresser à la mobilisation autour du phénomène Sébastien Adjavon. Alors, ma première question s'adresse à vous, donc Lama Balo. Je le disais tantôt, depuis quelques jours, on assiste à un combat médiatique au sein des forces Cori pour un Bénin émergent après le choix du Premier ministre comme candidat de la coalition au pouvoir. Avant-hier, c'était les anciens barons Marcel de Souza, Chabi Sika et Alexandre Rontondi qui ont fustigé ce choix. Hier, c'était Christophe Vinigbe et Eugène Azatassou qui ont contrecarré. Alors, la guerre va s'empirant. Comment expliquez-vous alors cette guerre au sein de la famille mouvancière, donc Lama Balo? D'accord, merci beaucoup de me donner la parole. Je dois d'abord commencer par dire que les forces Cori pour un Bénin émergent ne sont pas au bord de l'éclatement. Ils sont où elles sont plutôt déjà dans la guerre. Non, c'est déjà l'éclatement. Oui, c'est déjà l'éclatement parce que je l'avais dit une fois lorsque le président de la République a imposé le Premier ministre Lionel Zissou comme candidat unique de cette coalition politique. J'avais déjà dit que les forces Cori pour un Bénin émergent étaient à l'épreuve de leur cohésion. Et vous constatez très bien qu'à l'intérieur de cette force politique, il y a des voix discordantes. Alors si ces voix discordantes étaient des voix très négligeables, on pouvait comprendre la chose. Mais il se fait qu'actuellement, les voix discordantes sont des voix de certains barons qui étaient à la naissance des forces Cori pour un Bénin émergent. Oui. Nous en sommes arrivés aujourd'hui. On peut être baron à la naissance et ne pas peser politiquement. Oui, est-ce que vous pensez que ceux aujourd'hui qui sont en train de contester le choix de Lionel Zinsou ont le poids politique qu'il faut pour vraiment déstabiliser les FCBE? Même si pour la plupart ce sont des gens de certains niveaux et d'une certaine expérience politique, n'oubliez pas que le professeur Alexandre Rontondi est quand même un vieux de la vieille. Il a depuis les indépendances, il animait déjà la vie politique. Je dirais que c'est une grande gueule. C'est une grande gueule et même s'il n'a pas un mandat électif, eh bien il est écouté. Quand il parle, il a la verve, il a la force de conviction. Donc on ne peut pas négliger ce genre de personnage. Ça, c'est parlant du professeur Alexandre Rontondi. Lorsque nous prenons M. Marcel de Souza, il est beau-frère du président de la République, il est élu député sur la liste FCBE. Et c'est cela, c'est inquiétant quand même qu'il soit un beau-frère direct, lié directement au chef de l'État, et aujourd'hui qu'il sorte contester ce choix. Voilà. Donc c'est une contestation qui n'est pas négligeable. Et vous avez le troisième contestataire pour le moment, parce qu'ils nous disent qu'ils sont nombreux, mais le troisième qui est Karim Chabi Sika, qui était à l'avant-garde de la création de FCBE et qui a fait beaucoup de choses pour le président de la République. Il a été député, mais aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle. Donc ce ne sont pas des personnalités politiques négligeables, il est important de le dire. Alors quand c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème structurel au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent. Parce que le débat que les contestataires mènent n'est pas le débat de Lionel Zissou, mais c'est le débat de droit, le débat juridique. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'on aurait choisi un autre candidat qui n'aurait pas eu ce débat? Ils ont dit eux-mêmes, et là je fais foi à leurs propos, ils ont dit que si on respectait les procédures de choix, ils pourraient se taire. Parce les procédures de choix étaient quoi? Aucun choix. Que le choix justement soit proche du pouvoir. Depuis 2006, non, attention. Lionel Zinsou avait été conseiller spécial. Non. Il a toujours été conseiller spécial. Vous savez, le coordonnateur des forces Cori pour un Bénin émergent a publié un communiqué et on a dit clairement quels étaient les critères pour représenter l'Alliance à la présidentielle. Et parmi les critères, on a dit qu'il faut avoir un fief électoral. Est-ce que le Premier ministre Lionel Zissou a un fief électoral? Non. Ah, il a un fief électoral. Lequel? Il a été amené à commencer la dernière fois. Mais quand on appelle par le vieux Koulégbé. Est-ce que c'est un élu?
est-ce que c'est un élu? Est-ce qu'il a déjà assisté à une élection et a été élu? Il a été nommé au moins. On parle de fief lorsque vous avez une base électorale, lorsque vous avez été élu. Je pense qu'il n'a pas de fief. Non, je pense qu'il n'a pas de fief. Est-ce qu'on a vraiment besoin de fief pour être candidat? Mais si vous n'avez... Il y a beaucoup aujourd'hui sur la scène politique. Je crois que nous sommes en train de parler des critères que les forces Kori pour un Bénin émergent eux-mêmes ont développés. D'abord, le fief. Ensuite, il faut être militant de première heure des forces Kori pour un Bénin émergent. Il peut dire qu'il a milité dans l'ombre. Bon, écoutez, le militantisme, ça se voit. Il n'y a pas de militantisme dans l'ombre. Et donc ça, c'est un reproche fondamental. C'est vrai que M. Lionel Zisso, sur le plan professionnel, sur le plan de l'éthique professionnelle, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Il a beaucoup de relations, beaucoup de compétences, mais ça ne suffit pas. Alors ce qui, moi, me gêne personnellement, c'est quoi? C'est que lorsque vous écoutez les dissidents, ils disent qu'ils ont la minute de la création des forces Kori pour un Bénin émergent. Donc ça devient un débat juridique, un débat de droit, parce qu'ils dénient, les frondeurs dénient au président de la République d'abord d'appartenir aux forces Kori pour un Bénin émergent et ensuite de pouvoir décider au nom de cette formation politique. Les structures existent au niveau donc des forces Kori. Le problème aujourd'hui, c'est que le chef de l'État même n'est pas membre de Absolument, des forces Kori. Ils disent qu'il n'est pas membre, que c'est parce qu'il est président de la République, donc leader charismatique, chef de la mouvance présidentielle, que... Bon, par, je ne sais pas, par extrémisme, on fait de lui le leader des forces Kori pour un Bénin émergent. Mais dans le débat juridique, il n'est même pas membre de cette alliance politique. Donc il ne peut pas tout seul, décider au nom de cette alliance qui comporte 82 leaders politiques. Et donc c'est un débat structurel qu'il faut faire. Et je crois que le Premier ministre de Est-ce que les FCBE vont vers leur éclatement? Nous allons nous intéresser tout à l'heure à la question. Mais quand je viens, mettons-nous la guéguerre au sein des forces Kori pour un Bénin émergent, la coalition, la famille mouvoncière. Comment est-ce que vous expliquez cette guerre? Le chef a parlé. Normalement, on doit suivre le chef, la décision du chef. Aujourd'hui, il y a des contestataires en interne. Est-ce que nous allons vers l'éclatement de cette coalition? Oui, mais c'est là où l'expression « notre leader charismatique », moi, me gêne. Parce que lorsqu'on dit leader charismatique, d'abord, lorsqu'on retourne à l'expression charismatique, ça voudra dire que ça vient naturellement s'imposer. Et à partir de cet instant, ce ne serait quand même pas bien que les membres de cette formation politique, de cette coalition de formation politique, parce que lorsque vous prenez les forces Kori pour un Bénin émergent, donc là, on finit par dire que c'est 82 chefs de parti et des mouvements qui sont donc alliés pour former donc cette coalition. Donc, c'est quand même pas trop forcément bien qu'on parle de partis politiques. Alors, cette coalition politique, par exemple, qui se fixe au niveau des visions de leur leader charismatique, parce que c'est eux qui l'appellent ainsi, le chef de l'État, qui estime aujourd'hui que cette proposition d'imposer quelqu'un, parce que le coordonnateur national des forces Kori pour un Bénin émergent, dans sa sortie médiatique, disait que c'est un processus qui a été suivi. Alors, lorsque vous parlez d'imposition, je ne me retrouve plus véritablement. Est-ce que c'est le chef de l'État qui constitue seulement le processus qui a été suivi, ou c'est vraiment l'appel à candidature qui a été lancé et qui a été suivi et Eugène Azatassou, le coordonnateur de la FCBE, c'est qu'à l'issue du processus de sélection, c'est Lionel Zinsou qui a été retenu. Oui, mais c'est ce que lui l'a dit. Mais les contestataires ont dit et ils ont fait des déclarations comme quoi non seulement tout le monde n'a pas été consulté. Quand vous avez cité par exemple Alessandro Rontondi, c'est quand même un chef de parti politique. Chabi Sika, c'est la même chose. Frappe, Marcel de Souza est issu quand même d'une formation politique, le Frappe, et qui ont participé donc à la création de cette alliance-là qui constitue aujourd'hui la formation du chef de l'État. Alors, si tous ceux-là parlent et ils estiment qu'ils n'ont pas participé à ce processus, comment alors vous pouvez vous dire que c'est donc un rassemblement qui a été organisé et qui a donc suivi des étapes pour qu'on en arrive à cette désignation? On peut avoir un choix qui ne va pas adhérer à l'assentiment de tout le monde, mais est-ce à dire... Les contestataires estiment qu'ils n'ont pas participé au processus. Mais tout le monde ne peut pas parler. Les 82 leaders politiques ne peuvent pas participer. Mais ceux dont vous parlez aujourd'hui qui sont frondeurs, c'est des gens qui sont quand même représentatifs. Ils sont des membres fondateurs, ils n'ont pas été cooptés. C'est des membres fondateurs et qui détiennent des tests. Et ils ont dit, nous souhaitons simplement qu'on respecte à la fois les statuts et règlements intérieurs de la création des forces Kori pour un Bénin émergent. Et cela suppose, ce n'est pas exclu que l'on fasse venir, parce que leur test le dit clairement, si à l'interne, on ne trouve pas ce candidat représentatif pour pouvoir nous permettre de gagner donc le pouvoir, ce serait donc bien qu'on élargisse nos consultations à l'extérieur et donc trouver l'oiseau rare. À partir de cet instant, les fondeurs sont en train de dire, qu'est-ce que nous avons fait pour perdre le père choix, donc l'Assemblée nationale? C'est parce que simplement nous avons traité avec légèreté le dossier de désignation.
du choix de celui qui va nous représenter donc à cette élection. À partir de cet instant, asseyons-nous pour définir véritablement les critères pour nous permettre de choisir l'oiseau qui nous permettra de gagner les élections. Alors donc c'est ça le problème sur la table aujourd'hui. Donc moi j'estime que d'une manière ou d'une autre, les contestataires ont dit dans un premier temps qu'ils vont porter l'affaire devant la justice. C'est vrai, on ne souhaite pas que forcément j'en en arrive là. Si c'est vraiment cela qui doit donc permettre à ce que les forces corruptes émergentes trouvent une solution à leurs problèmes aujourd'hui, moi je peux conclure donc qu'ils sont vraiment à la phase d'implosion. Alors aujourd'hui on constate qu'il y a d'autres ténors qui sont restés silencieux. Ils n'ont pas soutenu, ils n'ont pas contesté le choix. Je veux citer entre autres Komi Kouché ou encore François Abiola. Comment est-ce que vous expliquez ce silence venant de la part des ténors non moins importants quand même des FCBE? Oui, ben tout le monde ne peut pas monter au créneau et la plupart du temps des indiscrétions... Oui, mais il s'agit là de l'avenir de cette mouvance. Vous pensez qu'ils ont le droit de se taire? Pendant ce temps, on voit des manifestations par exemple, de soutien de à la candidature de Abiola, par exemple. Lorsque, entre autres critères, on vous demande, avez-vous 5 milliards vous pouvez être ministre du gouvernement du docteur Thomas Boniyahi et lui cracher dans les yeux que vous avez 5 milliards pour battre campagne. Mais c'est ça aussi le problème. C'est des critères qui ont écarté d'office ceux-ci et qui aujourd'hui ne peuvent pas monter au créneau parce que dans un premier temps, vous avez reconnu que vous n'avez pas l'argent pour battre campagne et dans un second temps, vous ne pouvez pas vous lever et dire, bon, désormais, je vais aller contre la volonté du chef parce qu'on dit c'est ici un leader charismatique et nous allions derrière son point de vue. À partir de cet instant, dès que vous êtes dans la barque, vous ne pouvez donc pas chercher à crever cette barque-là au point de sombrer tous. Donc ceux-là, j'estime qu'ils ne veulent pas couler avec la barque, ils ne veulent pas non plus laisser découvrir leur arrière parce que chacun a forcément un dossier avec le chef. À votre avis, quel sera le comportement de ceux-là dans les jours à venir? Parce qu'on annonce, les militants de François Abiola ont entend dénoncer également le choix de Lionel Zinsou, mais lui-même n'a encore rien dit. Vous pensez quel sera le comportement de ceux-là dans les jours à venir? Moi, je crois que c'est une hypocrisie qui ne participe pas quand même de l'avenir politique de ces hommes, parce qu'ils ont toutes leurs chances. Est-ce vraiment une hypocrisie ou bien ils attendent ils attendent d'apprécier justement la Lorsqu'on parle les menaces qui sont là. De leader politique, François Abiola, il a été plusieurs fois député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'effectivement, il a un fief électoral. À partir de cet instant, le jeune ministre des Finances aujourd'hui, Komi Kouché, il a eu à démontrer par les législatives passées qu'effectivement, il a également un poids électoral. Alors si cela se joue de ce qui se passe aujourd'hui, du choix qui a été porté sur le Premier ministre, et ne veulent pas faire des déclarations officielles, ils finiront par être lâchés par la base, parce que la base, nous avons autant de contestations qui prouvent qu'effectivement la base n'apprécie pas le choix qui a été fait. Mais si cela ne tranche pas le débat pour montrer officiellement devant la face publique qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix qui a été opéré et qui gardent le silence, et c'est ce que j'appelle l'hypocrisie politique, mais ils jouent avec l'avenir politique. Oui, mais pourtant il y a des leaders qui passent à la télé et qui disent que Lionel Zinsou est le meilleur choix. Donc là, Mabalo, vous pensez que les gens sont hypocrites, les gens ne disent pas la vérité vraiment par rapport à ce dossier? Non, ceux dont vous avez appelé les noms sont encore au gouvernement. Donc ils ont une position administrative. Alexandre Routondi, il n'est plus au gouvernement. Mais il demeure le conseiller. Non, il n'est pas allé. Justement. Il n'est pas allé, mais il n'y a pas eu un décret qui l'enlève justement de ce poste. Non, justement, il a été nommé conseiller spécial politique du président de la République. Il a décliné l'offre. Donc il n'est pas allé à la présidence de la République. Donc vous pensez que parce qu'on est dans le gouvernement, on doit se taire, on avale la pilule tranquillement jusqu'à la lie. Il y a une charte de gouvernement qui a été signée par tous les ministres. Et donc pour qu'un ministre puisse s'exprimer, je crois qu'il faut d'abord qu'il quitte le gouvernement. Mais pourquoi il ne quitte pas le gouvernement? Vous voulez dire qu'ils n'ont pas de couilles, ils n'ont pas le courage de leurs ambitions? Je n'ose pas le dire. Ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui non plus. Je n'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire pourquoi? Parce que la politique, c'est de la stratégie, ce n'est pas du sentiment. Et donc si ils ne s'attendaient pas, je veux parler des ministres en question, ils ne s'attendaient pas à ce choix du président de la République, ils vont prendre le temps, n'est-ce pas, d'analyser la situation, ils vont prendre le temps de consulter leur base politique et donc de prendre une décision. Ce qui est certain, lorsque vous écoutez Alexandre Routondi, vous vous rendez compte que Alexandre Routondi, Marcel de Souza et Karimou Chabessika ont eu le courage de parler. Parce que l'un, je veux parler d'Alexandre Routondi, n'est plus en position administrative, Marcel de Souza est un élu du peuple et donc il a pris sa liberté, Karimou Chabessika également a pris sa
liberté. Électrons libres. Ils sont libres. Qui sont en mesure et donc, de parler. ils peuvent le dire. Et ils le disent au nom des autres. Je n'ose pas croire que dans le gouvernement du président Boni Yayi, les ministres soient des prisonniers. Non, mais écoutez, vous savez très bien qu'ils n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils veulent. Il y a un conseiller du président de la République. Ils n'ont pas la liberté. Ils n'ont pas la liberté. Alors, à quoi ça non sert seulement, alors, et ça, Kodovia maintenant nous le disait tout à l'heure, ils ont peut-être des dossiers qui les lient au président de la République, ou bien que le président les tient par un certain bout, et donc ne leur donne pas la liberté de dire ce qu'ils veulent. Et ensuite, ils sont liés par la solidarité gouvernementale. Vous allez voir ce qui va se passer, parce que quand j'écoute Alexandre Routondi, il parle comme étant un représentant des frondeurs. Il dit qu'ils ne sont pas que 3, qu'il y a beaucoup qui sont derrière et qui font les choses parce que ils sont dans une certaine contrainte. Oui, mais il y a beaucoup d'autres également qui soutiennent ce choix et qui sortent à la télé qui soutiennent ce choix. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous pensez que ceux-là sont réellement francs? Non, ça, je ne sais pas. Il n'y a pas... l'élément de mesure de la franchise n'existe pas. Mais ils n'ont pas le choix. Dans quelques jours, eh bien, on va voir plus clair dans ce dossier-là parce qu'ils seront obligés de choisir leur camp. Mais je veux dire une chose avant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez milité dans une formation politique et que vous avez exercé le pouvoir d'État pendant une décennie et que dans votre formation politique, il est impossible pour votre leader charismatique de choisir parmi vous quelqu'un pour sa succession, ça veut dire qu'il y a un problème. Le système partisan même... Vous avez échoué. Ça veut dire que, eh bien, ils ont échoué. Et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre le mutisme, le mutisme des leaders politiques et des forces pour un Bénin émergent. Mais personne parmi eux ne peut succéder au président Thomas Boni Yayi. Il y a un problème. Et en même temps, je trouve la réponse pour dire ceci. Pour dire ceci que le président Boni Yayi n'a pas pensé à la famille politique. Le président Boni Yayi a pensé à lui et à lui tout seul. À lui et à lui tout seul parce que... Il a pensé à son avenir à lui seul et il a laissé la classe politique qu'il a soutenue. Parce que, assurément, le challenger, celui dont le président a le plus peur, vous savez très bien, c'est l'homme d'affaires Patrice Talon. Et Patrice Talon, ayant travaillé avec le régime pendant tout ce temps, connaît tous ceux qui sont dans le régime. Et donc, je ne sais pas si, au sein des forces pour un Bénin émergent, il y a une personnalité politique pouvant tenir tête à Patrice Talon. Et le président, n'ayant pas cette assurance-là, a dû jeter son dévolu sur Lionel Dissou, qui, pour Patrice Talon, serait peut-être un inconnu. Et donc, c'est stratégiquement politique. Et le président, je pense qu'il a pensé à lui seul. Il n'a pas pensé à l'avenir de sa formation politique. Nous allons poursuivre ce débat dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons souffler momentanément en faisant un tour à la rédaction pour suivre le journal télévisé de cette matinée. On se retrouve juste après le JT pour la suite de cette émission qui sera consacrée à une nouvelle revue des titres suivis.